Bonjour, merci à tout le monde. Nous allons commencer ce webinaire maintenant. Bienvenue et merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce webinaire. Je m'appelle Oualegi Akalou et je gère les plateformes en ligne de Breakthrough Action pour le Johns Hopkins Center for Communications Program. Je vais modérer notre webinaire d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec les présentations en même temps qu'on attend pour les autres participants à se joindre à nous. Merci beaucoup. Donc, ce webinaire va avoir une durée d'1 heure et demie et nous allons avoir de l'interprétation en simultané en temps réel en français. Si vous avez envie d'entendre ce webinaire en français, s'il vous plaît, choisissez l'icône d'interprétation en bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix, ce qui serait le français pour vous, si vous avez envie d'écouter ce webinaire en français. Si vous écoutez ce webinaire à travers votre téléphone ou un téléphone Android, suivant s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez au contrôle de réunion, sélectionnez les 3 petits points, ensuite interprétation et ensuite vous pouvez sélectionner anglais ou français pour pouvoir écouter ce webinaire en français. Merci beaucoup. Suivant s'il vous plaît. Donc, pour la logistique, s'il vous plaît, présentez-vous sur la boîte de discussion. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et nous voudrions savoir qui vous êtes et d'où vous êtes en train de nous joindre ou de participer. Si vous avez des problèmes de technologie, n'hésitez pas à envoyer un message chat à Kendra en demandant de l'aide. Si vous avez des questions pour les présentateurs, s'il vous plaît, rajoutez-les dans la boîte de discussion. Nous allons répondre les questions pendant la session de questions-réponses. Finalement, ce webinaire sera enregistré en anglais et en français et il sera partagé avec tous ceux qui ont été enregistrés. Suivant, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Breakthrough Action, c'est une agence, donc c'est l'agence USAID des États-Unis. Et ils ont un programme de changement de comportement et il a un partenariat avec le centre de communication, le centre de communication du programme de Johns Hopkins et en collaboration avec plusieurs autres partenaires, IDEAS 42, Save the Children, Yahoo et le Centre international de recherche. Récemment, Breakthrough Action a développé des outils programmatiques pratiques pour pouvoir nous aider à identifier des facteurs et influencer les comportements des fournisseurs de services et donc pour pouvoir soutenir les comportements positifs. Dans ce webinaire, nous allons partager ces outils qui sont très importants et on va vous apprendre, on va montrer comment ces outils ont été utilisés dans d'autres pays. Nous avons donc des présentations, une session de questions-réponses et une analyse sur un atelier de changement de comportement pour les fournisseurs pour vous aider à utiliser les outils que nous sommes en train de vous présenter dans votre travail. Nous allons commencer directement. Suivant, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer avec nos remarques d'ouverture qui seront données par Poyeke Oyuku Abedago. Il est un spécialiste de gestion de projet. Excusez-moi, je vais recommencer. Donc, Foyeke Ayeduku Adebago, il est un spécialiste de gestion de projet dans le bureau de santé de Nigeria et il est en train de soutenir les secteurs et les stratégies différentes au niveau de santé et les nouveaux programmes, la nouvelle conception des programmes. Merci beaucoup et c'est à vous, Foyeke. Merci beaucoup, merci beaucoup.
et j'espère que tout le monde peut m'entendre correctement. Et merci beaucoup pour cette présentation. Mes collègues distingués, bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas d'où vous êtes en train de joindre, mais merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce webinaire qui est si important pour pouvoir comprendre les facteurs qui vont influencer le comportement de fournisseurs. Je suis sûre que vous savez que les fournisseurs de santé, ils jouent un rôle critique dans notre vie de tous les jours. La qualité de ces interactions sont importantes pour notre façon d'expérimenter les services de santé et pour l'utilisation de ces services. Il a aussi des implications et ça peut impacter le fait de garder ou changer nos comportements. Et donc, c'est très important de partager avec vous ce que nous sommes en train de faire et aussi savoir quels sont les résultats. Et donc, avec cela, il y a aussi une conscience plus importante de savoir qu'il y a des personnes qui sont des acteurs qui vivent dans cet écosystème si complexe. Ils ont beaucoup d'interactions, ils ont beaucoup d'acteurs, mais aussi avec des fournisseurs. Et donc, le fournisseur va agir d'une certaine façon et sera un résultat des pratiques différentes, des pratiques qui vont être internes et d'autres pratiques qui vont être externes. Et donc, ici, à USAID, on adopte des systèmes qui intègrent le changement de comportement des fournisseurs. C'est une approche que nous avons pour nos fournisseurs pour les personnes qui font des fournisseurs de services comme une communauté de pratique. Nous avons des programmes qui doivent aller au-delà des interventions, qui doivent pouvoir aussi renforcer des capacités et ils sont essentiels, mais ils ne sont pas suffisants pour pouvoir mener les changements de comportement qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il faut pouvoir comprendre les facteurs systémiques. Est-ce qu'il nous manque le fait de savoir que les fournisseurs sont comme des humains ou il nous manque autre chose? Il nous manque peut-être le fait que les programmes doivent réfléchir et ils doivent savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut aussi que les fournisseurs prennent en compte que c'est un système qui est aussi impacté par une pandémie, par exemple, comme la COVID-19. Nous sommes là pour ce webinaire et dans ce webinaire, nous avons beaucoup d'experts qui vont nous parler pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui nous manque, comment on peut changer le comportement des fournisseurs et on espère que ces nouveaux outils qu'on est en train de présenter, l'interprète s'excuse, nous avons perdu l'audio. Nous avons perdu l'audio de l'oratrice. Et donc, on va savoir comment ces outils sont en train d'être utilisés dans différents contextes, dans différents pays. Et le contexte est toujours très important, comme on l'a déjà dit. Il faut comprendre comment on peut utiliser ces outils et l'interprète s'excuse, nous rencontrons des problèmes techniques, nous n'entendons pas l'oratrice. Et bon, je vous souhaite un webinaire excellent. Merci beaucoup et c'est à vous. Merci beaucoup pour vos remarques. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer aux présentations. Notre première présentation sera sur la carte d'écosystème et Danette Wilkins sera notre conférencière. Elle est un officier de programme au Breakthrough Action, Johns Hopkins Center for Communication Programs. Elle soutient la coordination mondiale et les initiatives pour les différentes populations et les équipes de santé génétique. C'est à vous, Danette. Merci beaucoup, Camille. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui et de partager avec vous cet outil sur l'écosystème l'écosystème du comportement des fournisseurs. Suivant, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, nous allons parler comment on peut comprendre cet écosystème et comment nous, en tant que de bailleurs de fonds ou personnes qui travaillent dans le changement de comportement, on peut avoir des meilleurs programmes et des meilleures initiatives suivantes, s'il vous plaît. Le comportement du fournisseur est défini comme ce que les fournisseurs font et ne font pas à titre professionnel. Il comprend la gamme de comportements qui se produisent avant, pendant ou après une interaction avec un client dans un établissement de santé. C'est important de considérer les comportements qui se produisent avant ou après une interaction parce que cela peut impacter aussi les dynamiques et les relations qui existent entre les patients et les fournisseurs et aussi les clients et les résultats atteints. Suivant, s'il vous plaît. Lorsque vous considérez le comportement des fournisseurs, il est important de se rappeler que les fournisseurs sont aussi des personnes. Les fournisseurs ont besoin d'un soutien approprié et de ressources suffisantes pour fournir des soins de haute qualité et améliorer les résultats en matière de santé des clients. Comme toutes les personnes, les fournisseurs existent au sein d'un système plus vaste qui a un impact direct et indirect sur ce qu'ils sont et comment ils agissent. Le système propre aux fournisseurs est appelé l'écosystème de comportement des fournisseurs. Suivant, s'il vous plaît. L'écosystème de comportement des fournisseurs le met dans le centre. Et ensuite, il y a plusieurs facteurs qui vont modeler et influencer son comportement. Ici, nous pouvons voir et on peut évaluer aussi ces facteurs et contempler pourquoi il faut pouvoir changer le comportement du fournisseur dans un environnement en particulier. Suivant, s'il vous plaît. Comme un outil de réflexion, il faut qu'on puisse examiner quels sont les facteurs qui vont influencer le comportement de fournisseurs. Il faut comprendre quelles sont les relations entre ces facteurs, quelles sont les différentes stratégies pour pouvoir adresser ces facteurs et finalement gérer et définir et concevoir des différents programmes et des différentes initiatives. Suivant, s'il vous plaît. Au cœur de la carte de l'écosystème du comportement des fournisseurs se trouvent les acteurs. Ils sont organisés avec les fournisseurs au centre et ils incluent les entités qui interagissent avec les fournisseurs dans l'ensemble de l'écosystème. Au centre, vous allez voir les acteurs et les entités ou les différentes organisations et institutions qui sont en train d'interagir avec les fournisseurs dans l'ensemble de l'écosystème. Les acteurs et les entités sont codés par couleur pour pouvoir les organiser de meilleure façon. Le modèle socio-économique complexe joue le monde et l'écosystème qui existe. Ces acteurs et ces entités ont un code couleur pour s'aligner sur les facteurs d'influence auxquels ils sont principalement associés. En outre, la carte est organisée en fonction de facteurs d'influence, des groupements globaux d'acteurs, d'entités et d'autres éléments qui interagissent les uns avec les autres et influencent le comportement des fournisseurs. Chaque facteur d'influence se divise en groupes de composants qui se divisent en composants à leur tour. Les groupements de composantes et composants sont les éléments qui peuvent affecter le comportement du fournisseur et son environnement. Ces facteurs et composants d'influence interagissent et se connectent les uns aux autres, et ces interactions et ces connexions sont appelées des interrelations. La mesure dans laquelle ils ont un impact sur le comportement des fournisseurs dépend du contexte et nécessite une collecte et une analyse supplémentaire des informations. Suivante, s'il vous plaît. Nous allons faire une démonstration aujourd'hui, mais d'abord, nous voulons parler des composantes pour que vous puissiez mieux comprendre maintenant que vous allez naviguer tout seul cet écosystème. Si vous faites un clic, par exemple, sur les acteurs dans cette carte, il y aura une définition qui va s'ouvrir. Par exemple, ici, pour les institutions religieuses. Il y a d'autres exemples, des membres de la famille, collègues, clients, des leaders communautaires, des
organisations basées sur la communauté, le système de santé, des organisations pour la formation et d'autres. Suivant, s'il vous plaît. Et maintenant, si vous cliquez sur les facteurs avec des blocs multicolores, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec une description de ce facteur d'influence et comment il impacte le comportement des fournisseurs. Ici, par exemple, nous avons l'environnement de travail. Et il y a d'autres exemples de facteurs d'influence individuels, les clients, le contact et les normes sociales, la gouvernance et le contexte géopolitique du pays. Et ces facteurs d'influence sont arrangés selon leur niveau à travers le modèle socio-économique. Suivant, s'il vous plaît. Si vous cliquez sur les composantes dans les petits cercles, il y aura une description des composantes et comment ils impactent le comportement des fournisseurs. Dans cet exemple, nous avons une vision, par exemple, de la gouvernance de santé, du système de santé. On va avoir les processus et les pratiques, le leadership, et ensuite, on va avoir les composantes individuelles. Cette vision, cet aperçu, on peut voir comment ces trois éléments se lient ont une interaction dans la carte suivante, s'il vous plaît. Ici, nous avons donc un exemple de cette fenêtre qui va apparaître. Donc, il y a une description de la composante et comment elle impacte le comportement des fournisseurs. Ici, par exemple, c'est les attentes pour la santé au niveau du client. Suivant, s'il vous plaît. Un autre facteur très important de cette carte de l'écosystème, ce sont les interrelations dans l'écosystème. Ces interrelations, ce sont les interactions et les connexions entre les composantes et les facteurs d'influence. Dans cet exemple, vous avez sélectionné la composante identité. Et en choisissant la composante identité, vous allez voir d'autres facteurs d'influence qui sont révélés. Ici, vous pouvez voir par exemple l'identité qui a des interrelations avec tout l'écosystème. Et ici, on pourra examiner et apprécier ce qui se passe dans une partie de l'écosystème peut impacter le tout dans l'écosystème. Ce sont ces interrelations qui peuvent nous aider à réfléchir d'une façon beaucoup plus holistique et voir comment le fournisseur peut voir son comportement impacté à différents niveaux. Suivant, s'il vous plaît. Cet outil peut être utilisé dans divers contextes nationaux, à différentes étapes de la mise en œuvre du programme ou du projet dans les différents contextes des prestations, des services, pour approfondir la compréhension et les comportements du fournisseur. Par exemple, il peut être utilisé pour éclaircir les priorités de recherche et mettre en évidence les lacunes dans les données sur les comportements du fournisseur. Il peut être utilisé dans la conception et la mise en œuvre de projets pour explorer et hiérarchiser les facteurs comportementaux à traiter par les biais d'initiatives de changement de comportement. Il peut susciter un dialogue sur les facteurs de comportementaux à inclure dans les plans de suivi d'évaluation, ou il peut être utilisé pour plaidoyer en faveur d'un soutien plus large et de ressources supplémentaires pour les fournisseurs et les initiatives de changement de comportement des fournisseurs avec le gouvernement et les donateurs. Des suggestions supplémentaires, si vous voulez des suggestions supplémentaires sur la façon d'utiliser et d'appliquer l'outil, vous pouvez les trouver sur la page web. Comment pouvez-vous utiliser l'écosystème de comportement de fournisseurs de la partie de Afrique de l'Ouest avec Togo, Côte d'Ivoire et d'autres. Suivant, s'il vous plaît. De plus de cette carte de l'écosystème, nous avons d'autres projets pour faciliter votre utilisation de cet outil pour les efforts de changement de comportement pour les fournisseurs. Il y a un document de priorisation et aussi des cartes imprimées avec les composantes individuelles qui peuvent être utilisées dans un contexte d'atelier. Je partagerai encore plus d'outils après cette présentation. Comme mentionné donc il y a quelques instants, tout impacte le comportement de fournisseurs et cela va dépendre du contexte et il nous faut plus d'analyse. Et c'est très important de créer ces examens et de revoir cette recherche supplémentaire pour savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour les groupes cibles
dans l'environnement dans lequel vous êtes en train de travailler. Plus tard dans ce webinaire, nous allons entendre parler d'autres outils qui vont aussi impacter cette carte d'écosystème et qui nous ont aidés dans différents programmes et différentes initiatives. Suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires dans les boîtes de discussion. Et je vais ouvrir encore plus de liens pour que vous puissiez accéder à toute cette carte d'écosystème. Et c'est à vous, Camille. Merci beaucoup, Danette. Et nous allons continuer avec notre présentation suivante qui va parler de cette carte d'écosystème et cette présentation sera donnée par Alice Molinia. Elle est la responsable et d'un des partenaires de Breakthrough Action. Dans Breakthrough Action, elle soutient les équipes pays dans le développement et la mise en œuvre des interventions de planification familiale. Et c'est à vous, Alice. Merci beaucoup, Camille, pour cette introduction, cette présentation. Pour moi, c'est un plaisir de rejoindre mes collègues et c'est un plaisir de voir autant de personnes sur le chat. Je vais parler d'une application très pratique de ce système d'écosystème. Je vais donner une présentation et surtout les exemples de WABA qui sont en Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Togo. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet WABA, un des objectifs clés du projet, c'est de pouvoir améliorer l'accès et les qualités de services en travaillant avec ses fournisseurs et en adressant les défis quand ils sont en train de suivre des femmes et surtout des jeunes femmes pour la planification familiale. Nous sommes en train de concevoir une intervention qui va être spécifique au contexte. Et nous utilisons le flowchart. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez très bien. Donc, il y a une partie de comprendre quels sont les défis que les fournisseurs, auxquels les fournisseurs s'affrontent. Ensuite, c'est vraiment la partie de prototype, test et solution pour pouvoir adresser ces défis. Et la phase 3, c'est l'application de solutions à une grande échelle. WABA, ici, de Breakthrough Action, est en train d'aider les gouvernements pour trouver des solutions. Donc, dans la première partie du projet, nous avons fait donc un sondage avec les fournisseurs et nous voulions comprendre quels étaient leurs défis, quels étaient leurs défis et aussi quel était le contexte du pays et identifier quel était le défi principal pour pouvoir développer des solutions spécifiques selon les besoins du pays et voir quelles étaient les priorités du pays. Merci. Suivant, s'il vous plaît. Nous avons créé des entretiens semi-structurés, donc plus de 40 avec les ministères de santé, avec les partenaires de mise en œuvre, avec les fournisseurs eux-mêmes et aussi les surveillants ou de fournisseurs, avec des experts dans cet espace. On a créé un dialogue communautaire, donc un dialogue vraiment communautaire. Et nous avons parlé avec toutes ces personnes pour leur dire quels étaient les défis que les fournisseurs étaient en train d'adresser. Et on leur disait quels étaient les outils qu'ils étaient en train d'utiliser pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire et pouvoir engager dans une conversation pour pouvoir identifier
des défis spécifiques et des solutions spécifiques. Suivant, s'il vous plaît. Nous avons utilisé l'écosystème de comportement des fournisseurs et vous pouvez voir, nous avons utilisé toute cette information et nous avions bien sûr des documents longs et beaucoup d'informations. Et ensuite, nous avons créé l'écosystème et on l'a utilisé pour structurer et préserver cette information et la donner aux partenaires et au ministère de Santé. C'était très intéressant dans ce processus d'utiliser cet écosystème pour pouvoir présenter cette information et commencer une conversation. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce que nous avons présenté au ministère de Santé et à nos partenaires. Il y a les 4 pays qui sont ensemble et nous avons commencé à présenter ces informations. Donc, il y a le contenu, mais il y a aussi le processus. Pour le processus, nous avions bien sûr des défis qui étaient plutôt individuels, par exemple en ce qui concerne les connaissances, en compétences, motivation. Il y a aussi la relation entre les différents fournisseurs et comment la communauté a une vie privée, mais aussi une vie au-delà. Et pour voir le différents jugements qu'il peut y avoir et des explications dans des spécificités suivantes, s'il vous plaît. Donc ici, vous avez une vision des défis que nous avons vus par nos fournisseurs. Il y a par exemple la question du changement de comportement du prestataire de santé. Aussi, quels étaient les problèmes au niveau de la gouvernance. Donc, par exemple, le manque des outils, d'équipements, le coût des services, le problème de, par exemple, le manque de formation et l'environnement aussi. Nous avons, par exemple, les problèmes ou les défis dans l'environnement du travail. Par exemple, il y a la gestion des ressources humaines qui est assez basse. Il y a un peu d'organisation et finalement tout ce qui était la communauté, le contexte de la communauté et les normes sociales. Suivantes, s'il vous plaît. Donc, nous avons présenté cet écosystème assez complexe et chaque pays a pu contextualiser leurs défis et ils ont décidé quelles étaient leurs priorités. Et c'est le ministère aussi qui était en train de soutenir pour que le pays avance là-dessus. Et un des résultats, ici, par exemple, c'est que Burkina Faso a décidé de travailler dans l'empathie des prestataires. Au Togo, plutôt sur le service et les organisations des services et le temps d'attente. En Côte d'Ivoire et en Niger, c'était surtout une priorité envers l'outil de conseil et la complexité justement de cet outil de conseil. C'était les bases pour pouvoir identifier les défis et travailler avec tous les partenaires WABA pour trouver des solutions. Et une fois que nous avons trouvé la solution, de pouvoir adresser quels sont leurs défis. Ici, je voulais finir ma présentation simplement en disant qu'est-ce qui était utile dans cet écosystème pour vous aider aussi, peut-être si vous pensez à l'utiliser.
Cet écosystème nous a aidé beaucoup parce que d'abord, ça nous a organisé, ça nous a aidé dans l'organisation et la visualisation. Cela nous a aidé à visualiser l'information que nous avions. C'était notre façon d'engager des prestataires et d'autres personnes autour de ce sujet. Cela nous a fait forcer aussi à avoir une vision à part entière de cet écosystème. Parce que parfois, on oublie ce système qui existe et là, on a vu tous les points qui auraient pu influencer. Troisième point, ça nous a aidé à avoir une conversation objective avec les participants. Parce que quand nous parlons d'autres prestataires et que nous parlons avec d'autres prestataires, vous allez voir que tout le monde a une histoire organisationnelle. Donc, les prestataires vont dire, ah, c'est le système de santé, c'est le système de santé. Le gouvernement va dire, non, c'est le prestataire. Et la communauté va dire, c'est tout le système. Donc, je crois que cet écosystème doit faire que tout le monde se rende compte que c'est un thème complexe, mais que ce n'est pas la faute à un parti ou à une partie, mais plutôt qu'on ait une bonne conversation tous ensemble pour savoir comment on peut s'organiser et comment on peut s'améliorer comme communauté. Finalement, ça nous a aidé à nous focaliser et à prioriser, donc ça a été très utile pour nous et comprendre aussi quels étaient les défis. Cet écosystème, il est vraiment moderne et il nous aide à simplifier ce que nous voyons. Mais c'est aussi un défi parce que il nous aide à simplifier notre vie et même s'il est très utile, cet écosystème, c'est important de savoir comment chaque pièce de cet écosystème marche les uns avec les autres. Cet écosystème peut être utilisé dans toutes les étapes du programme. Donc, la partie de recherche, conception et évaluation. C'est la fin de ma présentation. Je serai à votre disposition si vous avez des questions pour moi pendant la session des questions-réponses. Merci beaucoup et c'est à vous, Camille. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup de votre présentation. Donc, avant de continuer aux deux autres présentations, nous voulons prendre une minute pour qu'on puisse partager nos réflexions en ce qui concerne ces cartes d'écosystème, des changements de comportement des prestataires. Suivant, s'il vous plaît. Les questions sont les suivantes. Comment? Non. OK. Comment vous voyez appliquer cet écosystème dans votre travail et qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir appliquer et utiliser cet écosystème à votre travail? S'il vous plaît, partagez ces réflexions euh, dans la boîte de discussion, s'il vous plaît. Répondez à ces deux questions dans la boîte de discussion tout de suite. Merci. OK, merci. Merci. Merci à tous ceux qui ont partagé leurs réflexions dans le chat.
S'il vous plaît, continuez de partager vos réflexions maintenant que nous allons continuer avec nos présentations. Suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons maintenant des présentations qui vont parler de l'outil de changement de comportement de fournisseurs. Il sera donné par Heather Hancock, qui est une personne qui travaille dans le Johns Hopkins Center for Communication Programs. Elle soutient le CSC pour la prestation de services et des initiatives de changement de comportement dans cette équipe. C'est à vous, Heather. Merci. Merci beaucoup, Camille. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager ces outils qui vont créer un peu plus là où on a besoin. Suivant, s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup d'outils très intéressants pour ce changement de comportement et cette boîte à outils est très importante. Donc, quand nous sommes en train d'utiliser et de créer cet écosystème, nous nous sommes rendus compte que les parties prenantes parlent beaucoup des différents outils qui n'avaient pas besoin. Et donc, nous avons réfléchi aux ressources que nous avons et nous avons aussi rentrer dans un processus qui met au centre l'humain et quels sont les outils qu'on pourrait utiliser. Et ces outils qu'on a vus qu'on pourrait utiliser, il nous fallait des outils qui nous aident à être plus empathiques avec les prestataires et les voir comme partie du processus et aussi se focaliser sur les solutions surtout. Il nous fallait aussi des outils pour pouvoir adresser les vraies raisons de ce comportement. Et ensuite, maintenant, nous voulons voir le centre de prestation, qu'est-ce qu'il est en train de faire et non seulement ce qui est en train d'être fait, mais plutôt voir aussi et demander aux personnes. Il nous fallait des outils qui nous donnent un guide pour savoir comment prioriser tous ces facteurs. Tous ces facteurs qui sont en train d'investiguer et comment on peut commencer avec ces outils. Et donc, il nous fallait ces outils pour prioriser ces facteurs. Il y a aussi un besoin d'avoir des solutions locales pour les défis des comportements des prestataires. Il nous fallait des outils aussi qui allaient aider les utilisateurs à éteindre leur travail, donc plus de formation, plus de supervision, qui sont très importantes, mais qui ne sont pas les seules solutions qui sont en train d'être abordées pour adresser ces problèmes de comportement. Et aussi, il faut faciliter la coordination entre les différents acteurs qui travaillent dans les thèmes de services de prestation, mais aussi avec les différents acteurs qui sont en train de se focaliser sur les défis des fournisseurs, comme par exemple le ministère, les cabinets et les différentes centres communautaires et d'autres partenaires. Nous avons entendu aussi des personnes qui voulaient des personnes et qui voulaient mesurer les croyances, les attitudes et les normes. Suivante, s'il vous plaît. Donc, cette boîte à outils sont développées pour répondre à ces besoins. Et donc, nous avons cette boîte à outils pour pouvoir soutenir la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'initiatives efficaces de changement de comportement des fournisseurs en établissant dans les cadres des programmes de santé reproductive. Il fallait identifier, comprendre et acheter les facteurs influençant le comportement de fournisseurs et autres. Et comme ça, nous allons pouvoir prioriser les facteurs qui sont en train d'influencer les comportements des fournisseurs. Et ensuite, on va leur demander de concevoir et mettre en œuvre des initiatives locales appropriées et favorables aux fournisseurs qui s'attaquent aux causes profondes de ce comportement. Suivant, s'il vous plaît. Donc, pour pouvoir avoir ce genre d'outils, le projet de Breakthrough Action a créé un centre de co-design
Et dans ce cas-là, nous avons par exemple des différents thèmes pour pouvoir établir les objectifs et les audiences que nous voulons atteindre grâce à nos outils. Et nous travaillons ensemble pour pouvoir créer des prototypes. Breakthrough Action a aussi fait un prototype pour savoir quelles sont les ressources qui sont disponibles et nous avons fait une analyse pour les théories de comportement des prestataires et nous avons fait aussi 3 tours de tests dans plusieurs pays, Ouganda, Guyana, Soudan du Sud et Kenya. Et ils viennent d'être financés après cette manche de test. Donc, nous n'avons pas le droit de la partager tout de suite, mais nous allons le faire plus tard. Donc, avant de commencer, dans les outils eux-mêmes, il fallait leur parler de cette boîte à outils. Cette approche, c'est que il y a une approche multiniveau. Il faut créer différentes solutions que nous voulons voir et il faut qu'on voit quel est le comportement de prestation de service. Cet outil nous donne toutes les parties prenantes à travers ce processus. Nous voulons avoir ces informations de fournisseurs pour que tout le monde dans le service de santé local et national puisse y savoir. Il nous faut les donner et avoir une vision plus complète pour savoir ce qui est en train d'influencer le comportement des prestataires. Cette boîte à outils utilise aussi un système spécifique. Donc, il parle de cet écosystème pour expliquer les facteurs potentiels qui sont en train d'influencer les comportements des fournisseurs. Et le but étant d'utiliser une équipe multidisciplinaire pour pouvoir mobiliser différents acteurs, créer plus de dialogue et plus de durabilité. Il y a une possibilité d'inclure un fournisseur clé pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas en train de le faire de façon punitive. Et donc, juste une note, cette boîte à outils est le but étant qu'il soit adapté et planifié pour tous les travailleurs dans la communauté. Cet outil devrait être une approche holistique qui aide les personnes à passer par le processus de diagnostic et ensuite pour y aller jusqu'à la mise en œuvre. Et je vais parler de chaque composante en détail. S'il vous plaît, la suivante. La première composante, ce sont des outils de diagnostic. Ces outils sont conçus pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est en train d'influencer le comportement des prestataires de différentes perspectives que j'ai mentionnées auparavant. Donc, pour commencer ce processus, il faut identifier des points et des défis et les opportunités. Suivant, s'il vous plaît. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est en train d'influencer le travail, le comportement des prestataires, il faut voir ces différents outils. Donc, d'abord, une carte de parcours. Et là, on peut voir et on peut refléter une action et qu'est-ce qui est en train d'influencer et qu'est-ce qui est en train vraiment d'empêcher d'avoir ce système. Donc, il faut essayer de capter tout le système, qu'est-ce qui est en train d'influencer les prestataires. L'outil suivant, c'est des cartes de scénario. Et on utilise ces cartes de scénario pour montrer des images. Et ces images, avec ces images, on demande des questions. On pose des questions pour savoir quels ont été les problèmes, par exemple, de personnes pour accéder au service de planification familiale. Et pour répondre aussi comment on marche, le tout, nous avons un plan directeur des services. Et cela permet à chaque officier dans le ministère de Santé d'avoir une vision complète
de ces actions, le processus et de pouvoir identifier les opportunités pour l'amélioration de comment on peut soutenir les prestataires et réfléchir aussi à qu'est-ce qui influence le comportement des prestataires. Ensuite, nous avons une visite guidée et comme ça, nous pouvons observer les conditions dans le centre, les interactions entre les clients et les services, comment on les appelle, les fournisseurs de services et les clients. Mais cela nous permet aussi que toute l'équipe regarde pour savoir quelles sont les activités qui se produisent dans ce centre. Qu'est-ce qui est en train de se produire de façon formelle ou informelle. Comme ça, l'équipe, elle peut voir tout ce qui ne peut pas être articulé par les personnes dans ce processus ou ce qu'on ne veut pas partager parce que les personnes ne sont peut-être pas 100% confortables à partager cela. Et l'équipe peut aussi explorer différentes zones et nous pouvons identifier soit différents défis de comportement, soit regarder un peu le tout de façon holistique. Suivant. Ensuite, nous avons des outils de synthèse et on peut avoir les outils de façon synthétique. Nous pouvons voir les différents thèmes, identifier les tendances de points faibles et les défis, prioriser les facteurs à prendre en compte et identifier les opportunités qui peuvent se présenter. Suivant, s'il vous plaît. Les outils de synthèse incluent différents processus pour revoir cette information qui a été recueillie, synthétisée et aussi priorisée. Nous pouvons mettre nous pouvons synthétiser cette information, que ce soit avec un centre, une table, un cahier, par du paquet, et on peut les discuter basé sur les discussions et l'utilisation de la matrice de priorisation. Et ensuite, finalement, on peut avoir un modèle de point de vue pour capturer les surprises qui sont là, les causes qui pourraient impacter les opportunités pour chaque processus qui a été adressé. Et finalement, la dernière composante, ce sont les outils de programmatique pour trouver des solutions qui peuvent venir de ce processus. On peut avoir on peut identifier des rôles et des responsabilités pour les différentes tâches et créer des systèmes de coordination pour s'assurer que nous avons de l'action. Cet outil de programmation, nous avons différentes parties prenantes qui veulent trouver des solutions avec différents des personnes qui vont faire la supervision et avoir vraiment une vision plus complète de ce qui pourrait se passer. Nous avons des cartes d'inspiration pour voir quelles sont les différentes stratégies et aussi des solutions potentielles. Ce ne sont pas les seules choses qui sont incluses, mais ce sont des choses pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. On peut les combiner, on peut voir et réfléchir pour savoir qu'est-ce qui pourrait être approprié d'une façon locale. Nous avons aussi un outil de planification et d'action pour pouvoir savoir comment mettre en œuvre des solutions. Donc, rapidement, pour partager un peu plus, nous avons une opportunité d'utiliser ces outils. Il y aura des ateliers régionaux en mai ou juin de cette année. Ils seront basés sur les équipes et ils vont nous aider à créer un plan d'action pour la mise en œuvre. Et Camille va partager un peu plus avec vous. Et je voulais que tout le monde sache que il faut qu'on puisse appliquer ce genre d'outils. Merci. C'est à vous, Camille. Merci beaucoup, Heather, pour votre présentation. Nous allons continuer à notre dernière présentation de la journée qui sera donnée par Kenny Athanasius, s'il vous plaît.
Elle va se focaliser sur les leçons du test et de l'adaptation de cette boîte à outils au Soudan du Sud. Elle est une conseillère pour le Soudan du Sud pour Johns Hopkins, le centre de communication, de programme de communication. C'est à vous. Merci beaucoup, Camille. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là pour partager avec vous notre euh, test de ces outils au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est un pays qui est nouveau, un pays indépendant depuis 2011, après une longue guerre civile avec le Soudan. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites à la suite de cette guerre, y compris les infrastructures publiques. Et le système de soins de santé reste faible, avec des graves pénuries de travailleurs de la santé qualifiés d'établissements de santé fonctionnels. Par conséquent, le Soudan du Sud est l'un des pires indicateurs de santé de la population au monde. Par exemple, pour la santé génétique, nous avons à peu près 789 décès pour 100 000 naissances vivantes. Il y a aussi 1,7% des femmes qui utilisent, seulement 1,7% des femmes déclarent utiliser les méthodes modernes de contraception. Suivante, s'il vous plaît. Donc, le processus que nous avons commencé, nous avons commencé des discussions avec le ministère de Santé pour lui faire comprendre quelle était l'importance des outils et pour leur faire savoir que cette boîte à outils vise à aider les utilisateurs et à identifier et à hiérarchiser les obstacles liés aux fournisseurs et aux facilitateurs. Et ça aide aussi pour pouvoir prendre des décisions. Et c'était le problème que le ministère de Santé nous avait donné. Et avec le test, on voulait voir cette boîte à outils dans le pays. Suivant, s'il vous plaît. Donc, dans le processus initial de ces tests, nous avons sélectionné deux endroits pour pouvoir conduire ce test. Et nous avons vu, par exemple, ici, qu'ils ont suggéré de tester ce test aussi à Yambio. Et c'est pour ça que nous avons sélectionné 3 sites finalement pour le test, Juba, Bouaou et Yambio. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous avons sélectionné 5 centres pour tester cela. Et 3 des centres étaient à Yambio. Il y en a une, pardon, qui devait être à Yambio, 2 à Yumbia et une à Wayou. Dans ces centres, nous avions l'hôpital de l'État de Yambio, la meilleure clinique médicale, l'hôpital universitaire du Yubia et une unité de soins de santé primaire d'Aru Junction. D'après le test que nous avons pu tester, nous avons pu le faire dans 3 installations. D'abord dans l'hôpital d'État de Yambio, ensuite Bazia Jedid PHCU, et ensuite la meilleure clinique médicale, la clinique privée de Yuba. Yambio, c'est une localité semi-urbaine. Ensuite, Wayuu, elle est isolée. Et Yuba, c'est dans la ville de Yuba. Et donc, le plan
était de faire le test dans au moins 3 différentes installations. D'abord une ville, l'autre dans une installation semi-urbaine et ensuite une installation éloignée. Donc, c'était le but pour ces tests. C'était nos critères et c'est ce que nous voulions utiliser. Suivant, s'il vous plaît. Dans nos activités de test de ces outils, nous avions eu des entretiens. Ces entretiens, nous les avons menés avec des prestataires, avec différents aussi officiers du gouvernement, avec l'aide du ministère de la Santé. Nous avons eu aussi des entretiens avec nos partenaires. Nous avons interrogé nos clients. Nous avons fait des visites guidées des installations. Nous avions aussi des responsables de l'établissement qui ont été interrogés. Et aussi, nous avons fait un atelier d'idéation avec les groupes de personnes sélectionnées dans ces 3 installations. Suivant, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Quels ont été nos résultats de ces entretiens? D'abord, nous nous sommes rendus compte que les normes sociales nous montrent qu'il y a une grande influence des normes sociales. Ce qui se passe souvent, c'est que quand une femme va dans une de ces installations et qui veut accéder à une des méthodes qui est disponible, ils sont instruits par les hommes, par leur mari, et ils refusent. Et donc, plusieurs fois, ils les jettent. Et donc, il y a un manque. Donc, de la part des installations. Aussi, nous nous sommes rendus compte que les prestataires de soins de santé hésitaient à offrir des services aux femmes mariées par crainte d'intimidation de la part de leurs maris. Les maris de ces femmes qui voulaient utiliser cette planification familiale et ces services de façon secrète. Nous nous sommes rendus compte aussi que quelques communautés, dans une délocalisation par exemple, il y a eu des clients qui allaient dans une installation plutôt qu'une autre. Et tout cela parce qu'ils se sentent plus confortables avec un centre plutôt que d'un autre. Il y avait aussi de la désinformation qui a impacté l'interaction entre les fournisseurs de services et les clients. Généralement, les clients, ils viennent et ils sont stigmatisés. Donc, c'est pas possible d'interagir correctement avec le fournisseur de services à cause des mentalités. Et ce n'est pas l'information des fournisseurs de services qui les inquiète, mais c'est plutôt l'information qu'ils ont eue en externe qui les inquiète, vu qu'ils sont mal informés. Donc, il y a aussi quelques barrières, les barrières de conseil. Les fournisseurs conseillent les clients par rapport aux méthodes disponibles, mais parce que les fournisseurs ont leur propre méthode ou la méthode qu'ils avaient dans leur communauté, alors ils décident
de ne pas écouter donc, ce fournisseur et donc ils préfèrent ne pas utiliser une méthode de planification familiale. Les fournisseurs priorisent les effets secondaires plutôt que les bénéfices. Et ils se focalisent beaucoup plus sur les effets secondaires au lieu de se focaliser sur les bénéfices. L'importance de ces méthodes de planification familiale. Aussi, parce que nous n'avons pas assez d'effectifs dans ces installations, dans ces installations que nous avons visitées, il y a donc les clients qui restent plusieurs heures pour pouvoir accéder au service. Ensuite, il y a aussi un manque de plan de cohésion. Il y a donc un manque de cohésion avec les différents partenaires de mise en œuvre. Suivant, s'il vous plaît. Nous nous sommes rendus compte aussi que l'utilisation de cette carte d'outils et les scénarios et les relations qui existent nous aide à visualiser les opportunités de travail et les différents défis. Et il aide aussi à voir quelles sont les situations qui impactent la situation. Il y a aussi les outils qui ont été utilisés étaient très bons. Par exemple, les outils que nous utilisons dans le pays reflètent vraiment le contexte du Soudan du Sud. Les clients et par exemple tout ce qui était les entretiens pour les clients étaient très très bons. Et ils étaient très bons, ils étaient très interactifs, ils étaient dynamiques. Et donc on a pu avoir beaucoup d'informations des clients. Nous avons eu aussi beaucoup de collaboration avec les différentes parties prenantes. Et les clients que nous avons interviewés et les partenaires de mise en œuvre et aussi les officiers du ministère, ils ont pu confesser que cet outil leur a donné plus de réflexion dans les activités qu'ils essayent de mettre en œuvre. Donc, c'est un très bon résultat et c'est un très bon point pour commencer ce genre de changement de comportement. Le process nous a aidé à identifier et amplifier la voix des clients qui n'ont pas été inclus dans la session de planification. Donc, c'est très important donc ça a été très bien qu'on puisse l'adapter au Soudan du Sud. Aussi, ce que nous voulions partager avec vous, c'est que on a travaillé avec les partenaires dans les communautés et nous nous sommes rendus compte que les partenaires de mise en œuvre, le gouvernement, ils ont vu une coordination pour le partage d'informations. Suivant, s'il vous plaît. D'après le test que nous avons collecté, nous avons pu collecter quelques voix et quelques citations. Et ce sont donc des citations que nous avons eues des différentes installations. Une d'entre elles, un des commentaires que nous avons reçus, était d'un officier du ministère de la Santé de l'État de Yambio qui a dit, c'est un outil, ce sont des très bons outils qui nous aident à stimuler la réflexion sur les activités, la coordination et les défis et les possibilités de fournir des meilleurs services de santé. Ah, waouh! Un des partenaires de mise en œuvre, il nous a dit, ces outils nous aident à créer une compréhension et un suivi des activités planifiées. Et bien sûr, oui,
Les outils nous ont permis de savoir qu'on était en train de faire ce suivi des activités planifiées. On pouvait vraiment comprendre et quels étaient aussi les défis ou qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau des activités. Donc, c'était un très bon point. Et finalement, le directeur médical de Yambio, il a dit, c'est une révélation et un outil intriguant. C'est incroyable de savoir qu'est-ce qui est en train de se produire avec les activités. Et ils étaient très contents avec toutes les activités qui étaient en train de se produire dans les comtés. Suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je pense que c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Et je reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Kenny, pour votre présentation. Et avant de continuer avec la session des questions-réponses, nous allons prendre quelques instants pour partager les réflexions sur la boîte à outils de PVC. Nous allons réfléchir un peu sur ces deux questions suivantes, s'il vous plaît. À nouveau, comment vous voyez appliquer ces outils à votre travail et qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour pouvoir appliquer ces outils dans votre travail? S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans le chat. Merci. Merci tout le monde d'avoir partagé vos réflexions. N'hésitez pas à continuer d'envoyer vos réflexions. Nous allons continuer avec la session des questions-réponses et nous allons répondre aux questions posées dans le chat pendant la présentation. Je vais diriger les questions au présentateur. Nous allons commencer avec les questions qui ont été posées sur la carte d'écosystème. Notre première question est pour Danette. Et la question est la suivante. Nous avons donc cette carte d'écosystème et comment ces interactions se produisent. Elles ont été identifiées par les fournisseurs eux-mêmes. Y a-t-il un impact pour le comportement des fournisseurs de santé? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kémy. Merci beaucoup d'avoir partagé cette question du chat. Je vais être très heureuse de la répondre. Donc, ce système, cet écosystème a été fait par un processus où nous avons vu et nous avons fait un forum avec des experts, avec différents pays. Et il y a eu aussi deux ateliers que nous avons faits et nous avons pu le gérer de cette façon. Après ces outils, donc ces ateliers, nous avons fait un processus supplémentaire. Donc, cette carte est basée sur les différents commentaires des personnes dans le monde entier qui étaient très impliquées dans ces initiatives. Et je peux aussi vous dire que cet outil nous a aidé, cet atelier nous a aidé à identifier les composantes importantes qui sont impliquées et comprendre de quoi nous avons besoin pour la visualisation et l'utilisation de cette carte
pour pouvoir utiliser ce genre d'outils. J'espère avoir répondu la question, mais si quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Danette. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Et on va passer à la deuxième question. C'est pour Alice et la question est, nous voudrions entendre plus sur le processus, sur les défis clés par pays. Et c'est à vous, Alice. Merci beaucoup, Camille. Nous avons utilisé cet écosystème pour présenter ce que nous avions entendu dans chaque pays. Et quand nous avons travaillé avec les différents partenaires et les fournisseurs, nous avons priorisé différents pays et c'est eux qui ont décidé quels étaient les thèmes les plus inquiétants. Et nous avons inclus la déclaration d'intention. C'est comme un document formel de chaque pays pour parler de leurs défis. Et c'est là où ils ont décidé, où ils ont dit quels étaient les défis les plus pressants. Aussi, on a parlé du rôle du WABA et où est-ce qu'on était mieux placé pour travailler. Et donc, c'était vraiment cette perspective, en sachant quels étaient les défis les plus pressants et où est-ce qu'on s'était placé pour identifier chaque pays un défi prioritaire et la décision a été prise par le ministère de Santé, bien sûr informé par tous les partenaires qui étaient dans ces rôles à ce moment-là. Voilà, j'espère que j'ai pu clarifier et répondre à cette question. Merci beaucoup, Alice. Et c'est à vous, Danette, maintenant à nouveau. La question est, le système et la carte d'écosystème a été créé. Et y a-t-il une autre façon de faire cela d'une façon plus simple, surtout dans la phase de mise en œuvre? Merci beaucoup, Camille. Oui, donc cette carte d'écosystème, c'est un outil de réflexion. C'est juste pour visualiser et utiliser les différents points qui peuvent influencer les comportements. C'est juste pour pouvoir réfléchir dans votre environnement concret. Vous pouvez faire et utiliser différentes investigations, différents outils que vous pouvez trouver. Et vous pouvez utiliser plein d'autres outils pour pouvoir réfléchir avec cette carte d'écosystème et vraiment l'utiliser pour l'appliquer concrètement à votre travail. Merci beaucoup, Camille. Merci et c'est à vous, Alice, à nouveau. La question est la suivante. Pourquoi vous n'avez pas fait des observations ou des consultations cliniques pour pouvoir faire ces recherches pour le changement de comportement? Oui, c'est un très bon point. La raison principale pour laquelle nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous avions bien sûr des limites au niveau de la recherche. Et c'était à cause du projet, mais aussi du budget. Ça aurait été fantastique de pouvoir le faire, mais nous avions des limitations. Et c'est pour ça que la recherche a été conçue. Et donc, c'est pour ça que nous l'avions fait de cette façon. Les solutions sont quand même testées dans des endroits dans la vie réelle pour nous assurer que nous avons des commentaires des clients, des femmes clientes et des femmes elles-mêmes. Mais oui, c'était un très bon point. Donc voilà. C'était très difficile au niveau du temps et du budget. Merci. Merci beaucoup. Et c'est à vous, Danette. La question est la suivante. Est-ce que le processus d'utilisation de cette carte d'écosystème peut aussi... nous n'avons pas entendu l'oratrice.
Donc, désolée si j'ai mal compris cette question, mais je vais la réitérer. Donc, le processus de développement pour l'écosystème, donc cette carte d'écosystème, c'était un processus de conception par l'utilisateur. On peut appliquer cet outil dans votre travail et ce sera une excellente opportunité pour pouvoir impliquer les fournisseurs et influencer comment ils font leur travail et interagir avec leurs clients dans différents moments, dans différents endroits. Et je voudrais rajouter juste un point là-dessus. Bien sûr, pendant ce processus de conception, nous avons fait des entretiens avec différents fournisseurs pour comprendre ces facteurs dans différents pays. Donc, même s'ils n'étaient pas inclus directement dans cette conception, ils nous ont quand même aidés à comprendre les choses que nous étions en train d'entendre, tout ce qui était euh, dans notre information avec d'autres parties prenantes aussi. Merci beaucoup, Heather, pour cette information additionnelle. Question pour Alice. La question est la suivante. Quel était le point de départ le, d'entretien, les commentaires? Quel était le point de départ pour commencer ce processus? C'est une excellente question. Je crois que c'était un mix entre les choses qui ont été faites pour engager la communauté. Donc, nous avions des activités communautaires, dialogue communautaire pour qu'ils aient une voix, qu'ils puissent nous parler de leurs préoccupations et de leurs défis. Et ensuite, nous avions d'autres activités. Et aussi, c'était quelque chose de WABA. WABA qui était intéressé dans l'intervention, surtout sur le thème de changement de comportement du prestataire. Donc oui, ça a été fait par la communauté, mais aussi grâce à toute la partie d'investigation, de recherche pour pouvoir comprendre et trouver une solution qui pourrait être spécifique au pays. Et bien sûr aussi du soutien du ministère de Santé dans ces pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Et nous allons parler maintenant des questions sur cet outil. La première question va à Heather et la question est la suivante. Comment ce modèle peut adresser les facteurs qui sont au-delà du contrôle du personnel de santé? Merci beaucoup, Kémy. Donc, le but, je voudrais dire, de cette boîte à outils, c'est de nous aider à trouver des facteurs qui sont en train d'influencer le comportement des prestataires, des différentes perspectives. Et bien sûr que quelques-uns vont être au-delà des contrôles des prestataires. Et il faut regarder au niveau du district, au niveau de la communauté, les normes sociales jouent un rôle. Le ministère joue un rôle, bien sûr, et cela influence aussi les facteurs des prestataires. Il faut voir aussi qu'est-ce qui est interne et externe à leur contrôle. Il faut voir quels sont les différents facteurs pour les discussions et comme ça, nous allons pouvoir voir qu'est-ce qui est en train d'influencer les comportements des fournisseurs et non pas que ces facteurs internes. Et on peut voir aussi les solutions qui peuvent adresser tous ces facteurs et donc ne pas parler que de ces actions que les prestataires peuvent gérer eux-mêmes. Ken, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de l'étape numéro 1, définir les comportements d'intérêt? Merci beaucoup et c'est à vous, Camille. Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la répéter? Pouvez-vous parler un peu plus de l'étape numéro 1 qui était pour la définition des comportements d'intérêt, s'il vous plaît? OK. Donc, la question est liée
aux outils que nous utilisons. Je n'ai pas compris la question. Donc, dans le processus de test et d'adapter ce test, vous avez parlé de définir des comportements d'intérêt. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus là-dessus? On est en train de regarder à quelques-uns de ces comportements qui permettent les prestataires à avoir des activités et quelques-uns de ces comportements ne leur permettent pas de faire des activités correctement. Et donc, quand on arrive à voir que quelques, par exemple, comportements sont liés aux normes religieuses ou normes sociales, alors on essaye de voir quels sont ces comportements et on se rend compte que cela fait que ce soit difficile pour les clients de venir chercher ces services parce que ils font des questions qui ne sont pas liées à leur religion. Et donc, il y a des clients qui ne veulent pas venir justement pour ces services. Donc, il y a les normes religieuses et les normes sociales qui sont en train d'impacter les comportements des fournisseurs. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Oui, 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 très bien. Merci beaucoup, Kenny. Il y a aussi une opportunité. Si un autre conférencier voudrait rajouter quelque chose, peut-être Heather. Oui, donc, selon moi, ce que nous avons discuté, c'est qu'est-ce qui aurait aidé à lancer cet outil, cette boîte à outils. Et ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a des données qui viennent et il y a des défis dans des installations ou qui nous montrent que nous n'arrivions pas à avoir les standards nécessaires et donc on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire dans cette installation. C'est comme ça que nous allions voir un peu plus en détail. Et cela nous a donné aussi une opportunité pour pouvoir dire quels sont les comportements d'intérêt, qu'est-ce que nous voulons exactement explorer ici. Donc, ce processus, ce n'est pas nécessairement inclus dans cette boîte à outils. Il n'y a pas une boîte à outils qui va adresser cette composante pour définir ces comportements, mais quelque chose qui serait un point de départ avant de passer dans ce processus de diagnostic, quel est le comportement que nous sommes en train de regarder, quel est le défi là-dessus. C'est vraiment ce processus de voir les données. De voir les données devrait nous aider avec ce processus de prise de décision. Quels seraient les comportements d'intérêt? Aussi, le boîte à outils peut être utilisé pour dire nous voulons améliorer ou soutenir des comportements positifs avec les services, les prestataires de santé et pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est en train d'impacter leur comportement à différents niveaux. Et aussi pour que vous puissiez voir un peu plus une vision complète, une vision holistique, au lieu d'avoir une ou deux visions en tête avant de commencer ce processus. Ce sont des outils assez ouverts, mais ce sont des outils qui vous aident à réfléchir et à identifier ces comportements, mais ils n'identifient pas exactement les comportements. C'est peut-être quelque chose que nous pourrons rajouter plus tard. Merci beaucoup, Heather. La question suivante sera vers vous, Heather. Et y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas inclus le suivi et l'évaluation dans ces outils? Merci beaucoup pour cette question. Donc, nous avons un processus de planification, d'action, et nous avons une opportunité de définir des indicateurs et comment nous voulons suivre ces indicateurs. Mais il n'y a pas des outils qui vont identifier ou évaluer cela, mais c'est inclus dans le processus de comment nous allons mettre en œuvre et comment on va mesurer le succès basé sur ces indicateurs.
Je voudrais dire que ce serait une opportunité pour intégrer quelques-uns. Breakthrough Action est aussi en train de travailler de façon séparée avec un article de Breakthrough Research pour différentes théories et d'autres outils pour gérer et mesurer ces changements de comportement de prestataire et on peut les intégrer. Merci beaucoup, Heather. Et finalement, la dernière question part vers Kenny. Y avait-il des barrières basées sur les genres quand vous avez testé ces outils? Oui, oui, il y avait des barrières basées sur les genres. En tout cas, dans les trois endroits, dans ces trois installations que nous avons testées, nous nous sommes rendus compte que les hommes prennent les décisions de la part, enfin, de la part de leurs femmes. Et quand nous sommes en train d'utiliser des services de planification familiale, ils ont tendance à créer donc cette violence basée sur le genre, puisque les femmes ont choisi de prendre et d'accepter les services de planification familiale. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les présentateurs d'avoir répondu aux questions. Nous avons fini notre session de questions-réponses et j'espère que l'audience a gagné de l'information sur ces outils. Merci beaucoup des réponses fournies par les présentateurs. Maintenant, je vais juste partager avec vous plus d'informations sur l'atelier de PBC. Comme Heather l'a mentionné pendant sa présentation, nous allons avoir un atelier PBC en juin. Pendant cet atelier, nous allons soutenir les participants et on va leur aider à comprendre plus sur ces outils que nous venons de présenter pour qu'ils puissent les appliquer dans leur travail. C'est une opportunité excellente. C'est une excellente opportunité technique. Et ici, vous pouvez voir les dates clés. Donc, les applications commencent aujourd'hui et se finissent le 28 février. Ensuite, nous allons avoir un processus de sélection. Et vous allez être informé bientôt de leur acceptation ou pas. Les personnes qui vont, les candidatures vont avoir des équipes d'entre 1 et 3 personnes. Et comme ça, ils vont pouvoir envoyer leur candidature pour pouvoir utiliser ces outils dans leur travail. Merci beaucoup. On va partager ce lien. Kendra l'a partagé pour pouvoir avoir accès au dossier de candidature. S'il vous plaît, envoyez votre candidature et partagez avec votre entourage. Merci beaucoup et c'est la fin de notre webinaire. Merci beaucoup d'avoir resté si longtemps. Avant de finir ou de partir, s'il vous plaît, donnez-nous des réponses et répondez à ce sondage. Merci beaucoup et ayez une excellente après-midi.